Littérature maintenant, et c'est un New York fantasmé, idéalisé, rêvé. C'est votre New York, Philippe Delerme. Merci à vous d'être avec nous. Avec plaisir. New York sans New York, c'est donc votre nouveau livre qui est publié au Seuil, une ville que vous écrivez sans jamais y être allé et où vous ne voulez pas aller. Quelle raison ? Parce que j'ai l'impression que parfois les choses qu'on ne fait pas gardent une espèce d'atmosphère particulière et c'est vrai que ça c'est un point de vue assez littéraire comme ça d'avoir en soi. Je pense que beaucoup de gens ont à New York, c'est une ville pour laquelle on a beaucoup d'images en fait. Si on se met à chercher, les miennes remontent à l'enfance, à l'adolescence et bon il y a beaucoup de lectures et puis il y a des endroits dont on a rêvé, qu'on a vu dans des films, dans des livres donc avec des auteurs du 19e siècle ou plus récemment. Et vous donc, auriez peur d'être déçu en fait. J'aurais peur d'être déçu, oui. Mais d'une façon générale, souvent j'ai peur, quand je voyage, en fait, j'ai peur d'être pris par des situations matérielles un peu contraignantes, des retards, des avions, voilà, des choses comme ça. Vous n'aimez pas trop voyager. Moi j'ai appris que vous aviez pris l'avion pour la première fois il y a une douzaine d'années, c'est ça ? Oui, j'ai pris juste pour aller aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. C'était la seule fois de ma vie où je l'ai pris. Et c'est vrai que ça m'a confirmé dans cette idée. C'est vrai que prendre l'avion, pour moi, c'est voyager sans voyager. C'est se retrouver de façon abstraite, donc quelque part. L'avion, c'est pas le voyage, justement. Enfin, c'est le voyage sans le voyage. C'est voyager en supprimant le voyage, en fait, ouais. quelque part. Et d'ailleurs, j'ai été conforté en écrivant New York, puisque j'ai dans un livre de Jack Kerouac qui dit que la meilleure façon d'arriver à New York, c'est par l'autobus du Connecticut, c'est-à-dire même pas par le bateau. On m'a proposé d'aller à New York en bateau, puisque bon, pendant très longtemps, il n'était même pas question que j'aille à New York, mais depuis une quinzaine d'années, j'ai des propositions, notamment Olivier Barrault, journaliste français qui emmène chaque année un écrivain à New York pour rencontrer aussi des étudiants, me propose régulièrement. Et je lui disais toujours, mais peut-être quand j'aurai fait mon livre sur New York, et puis je me rends compte que voilà, maintenant le livre sur New York est fait, mais je préfère préserver l'idée. Oui, vous n'irez donc jamais voir la cigogne. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous cette ville que vous qualifiez quand même comme la ville, hein ? Oui, pour moi c'est la ville. Et en fait, bon, j'ai d'autres villes en moi, bien sûr, que j'ai édulcorées un petit peu en les connaissant. Mais celle-ci, elle reste comme ça, intégralement vierge, comme ça, parce que je n'irai jamais. Et du coup, ça m'a donné vraiment encore plus envie de me renseigner sur elle depuis une quinzaine d'années, d'accumuler des tas de livres et même des cartes postales, voilà, et des renseignements aussi sur les restaurants, sur les hôtels, enfin voilà. C'est une espèce de guide de voyage quand même, hein, votre livre d'une certaine manière, le New York de Philippe Delerme. Oui, c'est vrai que c'est lié beaucoup aussi à des années qui sont notamment mes années d'école quand j'étais enfant, puisqu'il y avait une image. Tout part de cette gravure, hein, d'ailleurs, un quartier de gratte-ciel. Voilà, un quartier de gratte-ciel, et c'était une image que j'avais au mur de ma classe au cours élémentaire deuxième année. Et donc, c'est vrai que c'est une image en plus que j'ai retrouvée dans une brocante et que j'ai maintenant dans mon bureau. Donc, il y a un fantasme qui s'est prolongé. Puis j'ai pas besoin d'aller chercher loin en moi pour me souvenir que dans ma chambre d'adolescent, il y avait en grand poster cette photo hyper célèbre de James Dean où il marche dans Times Square sous la pluie, col relevé avec un air de rébellion, de refus. Ce mouvement, vous le décrivez, en plus, cette façon d'être cool peut-être, ou stylé comme on dirait aujourd'hui, avec cette façon d'avoir le cou comme ça, mystérieux. Enfin, il y a quelque chose qui vous fascinait dans cette image. Ça me fascinait, et d'autant plus que j'avais lu que la philosophie de l'acteur studio, où donc James Dean avait appris la comédie, c'était ça, c'était intérioriser les choses. Je trouve que Montgomery Clift ou Marlon Brando, dans certains rôles, comme Sur les quais par exemple, a cette façon comme ça d'être à l'intérieur du personnage, un petit peu presque crispé, mais du coup de dégager quelque chose de profondément humain. Alors, votre livre est constitué comme d'habitude, comme souvent en tout cas, de courts textes qui convoquent ce New York que vous êtes forgé donc depuis l'enfance et depuis l'école. Et il y a toujours cette écriture d'une certaine nostalgie heureuse quand même, de convoquer toujours ces souvenirs qui vous font du bien. Écoutez, tant mieux s'ils font du bien, mais c'est vrai que j'ai une façon comme ça de vivre, et c'était le sujet de mon livre précédent, de vivre le passé dans le présent en fait. Pour moi, le passé, c'est pas vraiment quelque chose de révolu, c'est quelque chose qui enrichit le présent. Et quand on prend un peu d'âge, eh bien c'est vrai que moi j'ai toujours, grâce aussi au support moderne, c'est vrai que sur un DVD, je peux revivre le concert de Simon & Garfunkel à Central Park, The Concert in Central Park 1981, ce qui était une chose extraordinaire, un symbole que je trouve fabuleux, puisque la chanson qui m'avait le plus ému, c'était Bridge over Troubled Water, qui est une chanson un peu sur la solitude. Et là, c'est 500 000 personnes qui sont seules les unes à côté des autres. Et c'est une façon d'être seul qui est extraordinaire. C'est pas mal, hein, oui, d'être seul comme ça. New York, c'est pour vous aussi Woody Allen, hein, vous l'avez dit, Simon & Garfunkel avec ce fameux concert. Ce sont des artistes qui vous ont nourri,
et construit, clairement. Ah oui, tout à fait. C'est vrai que Woody Allen était quelqu'un d'important, notamment avec ses films les plus new-yorkais, en fait. Ses comédies comme Annie Hall, comme Manhattan, précisément, comme Anna et ses sœurs aussi. Et représente une image un peu inquiète de New York, fébrile, avec cette espèce de mitrailleuse à blagues qu'il est, et qui bien sûr, révèle une grande inquiétude, au fond, parce que quand on a le besoin de désamorcer le réel avec l'humour en permanence, c'est que, quelque part, on est un grand angoissé. Et je trouve que c'est un beau symbole en fait pour New York, parce que New York, c'est une ville qui est forcément inquiète de sa suprématie dans le monde. Quand on disait Wall Street a ouvert à la baisse, enfin, c'est le monde qui s'effondre. Et puis il y a eu des choses importantes comme ça. Il y a eu bien sûr les Twin Towers, donc, qui ont été un événement qui a marqué tout le monde. Tout le monde se souvient de où il était quand il a vu cet épisode. Finalement, je crois que depuis que le livre est publié, il y a très peu de temps, mais je me rends compte que beaucoup de gens m'en parlent et chacun a son New York un petit peu. New York, on dit souvent que ce n'est pas le reste des États-Unis. Est-ce que pour vous, malgré tout, vous êtes construit cette image de New York comme celle du rêve américain? C'est-à-dire que oui, c'est-à-dire qu'en fait, que quelque part aussi, ça fait écho à une expression comme c'est l'Amérique. Quand on disait ça, on le dit un peu moins, je pense, parce que ça fait un peu moins rêver. Mais je pense qu'on ne dira jamais à propos d'un autre pays avec les mêmes connotations. Je sais pas, c'est la Chine ou c'est l'Inde. Quand on disait c'est l'Amérique, ça veut dire tout ce qu'il y a de plus grand, mais tout ce qu'il y a de plus extraordinairement fort et beau, etc. Et forcément, moi, je suis né en 50, dans des années aussi où l'Amérique représentait ça, et New York particulièrement. Pourquoi, comme vous posez la question d'ailleurs dans votre livre, avoir écrit sur New York, vous qui êtes un écrivain minimaliste? Ah bah ça, c'est peut-être alors vraiment un petit défi qui est sympa aussi. C'est que dans la mesure où j'aborde en général les choses par un petit angle, parler des petites choses en essayant quand on révèle un peu ce qu'il y a dans un atome de neige, on dit aussi l'essence de la neige. Et je pense que c'était assez intéressant d'aborder New York comme ça, à travers un prisme comme ça, minimaliste. Et puis du coup, c'est un Parce que sujet c'est tout le contraire, New York, c'est vrai. Ouais, c'est la ville des superlatifs. C'est la ville des superlatifs. Et donc, je trouve que finalement, c'est un bon sujet pour écrire un minimaliste, ouais. Superlatif. Et c'est très réussi. Merci Philippe Delerme d'être venu sur le plateau TV5 Monde. Je rappelle donc que New York sans New York est publié au Seuil. Et je répète, ça peut être un guide de voyage avant d'y aller. Merci à vous d'avoir été avec nous.